D'accord. Salam alaikum et bienvenue dans un autre cours du management de la qualité. Dans ce cas, on va parler de la démarche de certification. ISO 9001 version 2015, bien sûr. Alors, comme vous allez vous apercevoir, on va aller étape par étape. Alors, cette étude de cas, je vais la partager en 4 parties. D'accord? Cette première partie, on va lire l'énoncé de l'étude de cas. On va essayer de répondre aux questions qui nous sont posées. Alors, vous venez d'intégrer la société Softdrink SA en tant que responsable QSE le 7-10-2021 et vous vous trouvez confronté à la situation suivante. Softdrink SA est une PME de 150 employés qui se trouve à Znata, ville située entre Casablanca et Mohammedia. La société se spécialise dans l'embouteillage de boissons minérales et de boissons pétillantes, non alcoolisées. L'entreprise a eu beaucoup de problèmes opérationnels en cours de ces dernières années, spécifiquement 2020 et 2021, et a même perdu 2 de ses clients les plus importants. Son chiffre d'affaires a régressé d'environ 24% entre 2020 et 2021, mais malgré ces difficultés, Softdrink a réussi une augmentation de capital pour essayer de trouver les solutions adéquates aux problèmes dont souffre l'entreprise. Afin de conquérir de nouveaux clients et de fidéliser ses clients actuels, qui sont plutôt mécontents de la qualité de ces produits livrés, le PDG et le vice-président des activités opérationnelles ont pris la décision de mettre en place un SMQ afin d'obtenir la certification ISO 9001 version 2015 dans le plus bref délai. Mais certains membres de la direction ne semblent pas entièrement convaincus de cette décision. Votre directeur technique vous demande de préparer des arguments irréfutables pour convaincre les membres de la direction qui restent toujours indécis. La réunion avec les membres de la direction a été fixée pour le 2-12-2021. D'accord. Alors, je vous mets dans une situation où vous êtes bien sûr placé en tant que responsable QHSE et vous devez préparer cette petite et moyenne entreprise à, bien sûr, à mettre en place dans un premier temps le système de management de qualité et puis d'essayer d'obtenir la certification. Le problème avec la certification, c'est coûteux, ça coûte de l'argent. D'accord? Donc, il faut convaincre les managers et les directeurs de la valeur ajoutée d'une telle démarche. Si vous n'arrivez pas à convaincre ce qu'on appelle le top management dans les entreprises, c'est une démarche qui n'aboutira à rien. Parce que premièrement, ils ne vont pas vouloir vous donner les ressources financières pour pouvoir financer un projet qui est important. D'accord? Alors, on va commencer par lire les questions. J'assume qu'il n'y a pas de questions sur ça, c'est juste l'énoncé de l'étude de cas. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de vous mettre dans une situation qui vous rapproche le plus possible de la réalité. D'accord? Alors, les questions qui nous sont posées dans cette première partie est la suivante. Alors, bien sûr que l'objectif de cette réunion est de convaincre tous les membres de la direction de la valeur ajoutée de la certification ISO 9001 version 2015. Il faut vous rappeler que cette entreprise a beaucoup de problèmes. Elle a perdu ses clients, ce qui a fait souffrir son chiffre d'affaires. D'accord? Mais ils vous ont embauché pour faire quoi? Pour bien sûr obtenir la certification et essayer d'améliorer la qualité des produits fabriqués dans cette entreprise. Alors, la question 1. Vous commencez la discussion par expliquer aux membres de la direction que cette démarche est basée sur 7 principes. D'accord? Si vous voulez ajouter ici, on peut ajouter lesquels, mais c'est sous-entendu lesquels. D'accord? Quels sont ces principes et pourquoi ils sont importants? La deuxième question, c'est l'un des directeurs vous demande quelles seront les difficultés prévisibles lors de la mise en place d'une démarche de certification. D'accord? Donc, la question est claire. La troisième question est
un autre membre de la direction vous demande de lui définir les étapes principales de la mise en place d'une démarche de certification. La quatrième question, il vous demande aussi de lui préciser le temps estimé pour chacune de ces étapes, bien sûr, parce que ça va vous coûter non seulement de grands efforts, d'accord, ça c'est la première des choses, ça va vous coûter de l'argent, d'accord, et ça va aussi vous coûter un certain temps que vous devez planifier toutes ces activités, d'accord? Donc, c'est un grand travail pour les entreprises. En utilisant votre présentation, vous leur montrez la valeur ajoutée de la certification ISO 9001 version 2015. Alors, comme vous pouvez voir, cette première partie comporte 5 questions. Ces questions, le but de ces questions, c'est de vous montrer qu'une démarche de certification doit être approuvée. Une démarche de certification doit être approuvée au plus haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire au plus haut niveau, c'est-à-dire vous allez voir que le président directeur général, c'est le premier responsable. Ce n'est pas le responsable QHSE comme on peut le croire. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va donner le leadership. D'accord? On va le voir. Alors, vous avez compris que vous devez convaincre les membres qui ne sont pas encore toujours sûrs que c'est la bonne solution. D'accord? Mais vous allez leur prouver le contraire. Ce que je vais faire avec vous, pour gagner un peu de temps et pour ne pas trop vous retenir, j'ai déjà préparé un corrigé qu'on va discuter tout doucement. D'accord? Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous poser des questions et puis on va discuter de ces questions. D'accord? Alors, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît, pour que je puisse partager avec vous mon PowerPoint. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Tout le monde le voit et tout le monde m'entend. D'accord? S'il y a un problème, s'il vous plaît, posez-moi une question ou levez la main ou envoyez-moi un message. D'accord? Alors, maintenant, les 7 principes de management de la qualité sont très importants. Et on va expliquer pourquoi. D'accord? Je vais essayer de arrêter. Ah, o PowerPoint كاين ياك ما مكتوب فيها والو ياك il n'y a rien d'écrit. Ah oui. Oui, d'accord. Je l'ai fait Oui. exprès. Alors, est-ce que vous vous rappelez du premier principe de management de la qualité? Et la première question, à votre avis, pourquoi vous devez commencer par leur expliquer les choses comme ça? Pour leur montrer la valeur ajoutée d'une telle démarche. Alors, peut-être que vous avez oublié, on va faire ça en tant que révision. Le premier principe, comme vous le savez, c'est l'orientation client. D'accord? Alors, pourquoi c'est le premier principe et c'est la chose la plus importante? N'oubliez pas, quand vous travaillez pour une entreprise, si vous n'avez pas de clients, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de bénéfices, il n'y a donc pas d'entreprise. Donc, le client doit être au cœur de vos décisions. Il a un cash, le client dit les décisions, vous ne pouvez pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est le client qui va vous juger, ce n'est pas vous qui allez juger votre travail. Par exemple, si on vous demande, par exemple, je prends un exemple sur l'école elle-même, si on vous demande est-ce que vous avez appris quelque chose à C2M, si vous leur dites oh, vous allez juste perdre votre temps, les gens ne vont pas venir. Mais si vous êtes satisfait vous-même, vous pouvez en parler dans votre entourage et on va avoir de nouveaux clients. Vous comprenez, c'est comme ça que ça marche. Quand vous prenez soin de vos clients deviennent satisfaits et deviennent ce qu'on appelle les ambassadeurs de la marque, c'est-à-dire un ambassadeur de la marque, c'est-à-dire quelqu'un qui dit du bien de votre entreprise et il suggère même à ses amis, à son entourage, d'aller par exemple acheter tel ou tel produit, etc. Mais le premier principe, sans ça, vous ne pouvez pas aller plus loin. C'est-à-dire, comme on dit, le client est roi. D'accord? C'est le client qui décide, bien sûr, dans la mesure des limites. Mais vous comprenez, comme je mets une petite explication en bas, l'enjeu principal
de ce principe est de satisfaire les besoins implicites et explicites afin de les satisfaire. Donc, pardon. Donc, l'enjeu, il y a une petite erreur ici. L'enjeu, bien sûr, c'est sans X. Ce n'est pas grave. Mais, c'est-à-dire, il faut toujours satisfaire les besoins implicites. Les besoins explicites, on les connaît. C'est ce que vous nous dites, monsieur, on désire faire ça, on désire faire ça, on désire apprendre, par exemple, l'audit, on désire apprendre comment se passe une certification. Mais implicite, c'est-à-dire l'entreprise doit essayer de savoir même les besoins qui ne sont pas communiqués. D'accord? Et c'est ça où ça devient difficile, c'est-à-dire être toujours à l'avant. Alors, vous prenez les leaders, par exemple. Je vous donne un exemple. Un leader dans la téléphonie, dans les smartphones. Avant, quand on avait un téléphone, c'était pour appeler. Maintenant, le téléphone est devenu avec les médias, d'accord? Et avec les multimédias, c'est-à-dire un téléphone peut devenir une télé, peut devenir un ordinateur, vous pouvez faire vos recherches sur Internet, vous pouvez communiquer avec votre smartphone, vous pouvez prendre des photos avec votre smartphone. Donc, votre smartphone, par exemple, les grandes entreprises comme Samsung et Apple, ils essaient d'anticiper les choses peut-être que le client n'a même pas en tête. D'accord? On était assez content de pouvoir communiquer sans être à la maison, c'est-à-dire le wireless communications. Donc, vous voyez, mais maintenant, votre téléphone, vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses. Vous comprenez? Mais l'orientation client est extrêmement importante. C'est pour ça que c'est le premier principe, parce que sans client, vous n'avez pas d'entreprise. Je pense que c'est clair. La deuxième chose qui est aussi très, très importante, c'est la responsabilité de la direction, le leadership. Pourquoi c'est très important? Si vous n'avez pas ça, ce n'est même pas la peine de commencer la démarche de certification. D'accord? Et vous allez comprendre aussi, en évoluant dans cette étude de cas, que la personne qui va signer la politique qualité, en général, ce n'est pas le responsable qualité. Le responsable qualité, le directeur qualité, le responsable écrit, elle est approuvée par exemple, le directeur qualité, mais c'est le président directeur général. C'est le gérant de l'entreprise qui signe. Pourquoi? Parce que ça doit se faire au plus haut niveau pour montrer aux autres employés que la chose est prise au sérieux par les directeurs et les managers, voire le président de l'entreprise. Alors, ici, je vous dis une chose qui est simple, le leadership et l'influence qu'un individu peut avoir sur un groupe d'individus. Donc, si vous voyez vos managers ou vos directeurs, ils disent, bon, ça c'est une méthode qui est bien, mais ça ne nous intéresse pas. Le troisième principe ne peut pas s'appliquer. Vous comprenez bien que si les directeurs et les managers ne sont pas appliqués, le personnel ne va pas être impliqué non plus. Et comme c'est le personnel qui va faire tout le travail, vous ne pouvez pas réussir efficacement la mise en place d'un système de management de qualité, sécurité ou environnement. Vous ne pouvez rien faire. D'accord? Alors, je vous explique ceci. Ce concept sous-entend une reconnaissance du personnel en encourageant les compétences et l'épanouissement des salariés. Vous ne pouvez pas impliquer les salariés en leur disant simplement « faites ce travail ». Il faut les récompenser, il faut les encourager, il faut les former, il faut les sensibiliser à cette démarche parce que ça va être un grand changement. D'accord? Parce que maintenant, chacun ne va pas faire le travail comme il veut, mais il va le faire selon une procédure. On va voir après. Il va le faire selon un mode opératoire. Il va le faire en enregistrant des données. D'accord? Donc, l'implication du personnel est très, très importante. Après l'orientation client, quand on comprend ça avec la satisfaction client, les deux points les plus importants, c'est la responsabilité de la direction et l'implication du personnel. Si vous n'avez pas, si vous voulez, le principe numéro 2 et le principe numéro 3, sans le principe numéro 2, vous n'allez pas avoir le 3. Et sans le 2 et le 3, la démarche s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Et j'espère que vous avez compris. Je vais vous laisser poser des questions quand je termine. L'approche processus. L'approche processus est extrêmement importante. Et on va le voir.
Quand on analyse les processus, vous allez comprendre pourquoi l'approche processus est importante. Je vous explique avec une petite phrase. Concevoir les activités comme des processus interdépendants, constitutifs d'un système aide à atteindre des résultats plus cohérents, prévisibles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? D'accord? Alors, ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire quand vous prenez un processus, et on va le voir en détail dans les études dans la troisième partie, on va le voir un petit peu dans la deuxième partie. Je pense que c'est la deuxième partie qui va s'adresser au processus, parce que si vous n'arrivez pas à déterminer les processus clairement, vous allez avoir beaucoup de problèmes à mettre en place un SMQ, un système de management. Et je vous explique pourquoi. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire interdépendant? Ça veut dire, avant, quand vous prenez un processus, d'accord? Un processus, il influence un autre processus. Vous allez me dire, monsieur, mais comment un processus va influencer un autre processus? Je vous explique. Très simplement, en vous donnant deux exemples. Le premier processus, on prend le processus des ressources humaines. D'accord? Le processus des ressources humaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand une société ou une entreprise embauche un salarié. D'accord? Le problème avec ce processus, pourquoi il est extrêmement important, c'est un processus critique, parce qu'il va influencer tous les autres processus. Vous allez me dire, monsieur, mais comment le processus RH, le processus des ressources humaines, va influencer les autres processus? Je vous répondrai tout simplement, parce que c'est de là d'où tout démarre. C'est le processus des ressources humaines qui va vous permettre de sélectionner vos salariés, de s'assurer qu'ils ont la même valeur que votre entreprise, qu'ils ont les compétences et les diplômes requis, d'accord? Et que c'est le bon choix pour l'entreprise. Et quand vous embauchez à travers les ressources humaines, vous n'embauchez pas pour les ressources humaines seulement, mais vous embauchez pour la fonction achat et approvisionnement, pour la fonction marketing, pour la fonction finance, d'accord, pour la fonction production, par exemple, si vous avez de la production, etc., pour la fonction logistique. Vous comprenez maintenant que le processus des ressources humaines influence tous les autres processus. Je vous donne un autre exemple, c'est le processus de l'achat et approvisionnement, quand vous avez des fournisseurs qui vous vendent. D'accord? Vous achetez de la matière première pour fabriquer vos produits. Si vous achetez de la matière première qui est non conforme, vous ne pouvez, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas avoir un produit conforme à la fin de la production. Donc, le processus achat et approvisionnement va influencer quoi? Il va influencer la qualité des produits et la qualité finale du produit. Donc, vous voyez, donc l'approche processus, on va le voir en détail demain. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important? Mais comme je vous l'ai dit, j'ai mis une petite phrase ici, concevoir les activités comme des processus interdépendants. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce qu'avant, même quand je travaillais pour des entreprises, on analysait processus par processus. Le risque que pose chaque processus pour l'entreprise. Mais l'interdépendance, c'est très important. Je viens de vous donner deux exemples. Le cinquième point qui est important, c'est l'amélioration. Bien sûr, qui dit amélioration continue. Vous ne pouvez jamais être satisfait, quoi que vous fassiez, parce qu'il faut toujours avoir l'amélioration continue, c'est le pilier de la qualité, le pilier de l'environnement et le pilier de la sécurité. Il faut toujours essayer d'améliorer les résultats de ces activités qu'on gère à travers un tableau de bord où vous allez trouver ce qu'on appelle des indicateurs de performance. D'accord? Il faut toujours améliorer ces indicateurs de performance. On va expliquer pourquoi la fois prochaine aussi. Alors, réussir implique de mettre constamment l'accent sur la recherche de possibilités d'amélioration. Vous devez toujours vous améliorer. Même en tant qu'individu, même en tant que personne, vous devez toujours chercher à vous améliorer.
Tout le monde est d'accord? On a besoin toujours de s'améliorer. Ça, c'est un principe très important qui est commun à la qualité, la sécurité et l'environnement. Pardon. Le sixième point ou le sixième principe de management de la qualité, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce principe? J'aime beaucoup ce principe aussi parce que vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça. Il vous faut des données. Il faut baser vos raisonnements sur des informations concrètes. D'accord? Si on vous demande quel est le taux de satisfaction client, vous ne pouvez pas me donner un chiffre de votre tête. D'accord? Pour trouver la satisfaction client qui rejoint le premier principe qui est très important, je dois toujours savoir ma satisfaction client en tant que manager. D'accord? Quel manager vous allez me dire? Le manager qui s'occupe surtout de la satisfaction, c'est le manager qui a sous sa tutelle ou qui les fonctions marketing et commerciales. Ce sont eux qui remontent l'information en général. Mais quand vous obtenez une satisfaction client, ça vous donne une idée, mais je ne peux pas vous dire quelle est la satisfaction. Vous allez me dire, oh, je crois que c'est 80, entre 80 et 90%. On va vous dire, montrez-moi les données, montrez-moi vos calculs. D'accord? C'est ça la prise de décision fondée sur des preuves. Quand je vous demande quel est le taux de non-conformité interne et externe, vous devez me montrer le taux de non-conformité total et vous devez me montrer vos calculs pour que je sois satisfait. Vous ne pouvez pas juste me donner des chiffres comme ça de votre tête, ça ne marche pas. Il faut des preuves. Vous comprenez? Et ça, c'est très important. Alors, le septième principe est clair. C'est le management des relations avec les parties intéressées. D'accord. Avant de parler de management des relations avec les fournisseurs, mais maintenant, on parle de parties intéressées. Alors, pour des fins performance durable, il faut bien identifier les relations avec les parties intéressées, notamment les fournisseurs, les intervenants, les investisseurs, etc. D'accord? Alors, pourquoi il est important? Parce que, d'abord, vous devez maintenir des relations avec les parties intéressées, en commençant par les fournisseurs, par exemple. Il faut, si vous avez des fournisseurs, vous allez voir que la norme vous demande de les évaluer avant de dire ça, c'est mon fournisseur. Il y a tous des critères, les critères sont bien définis de l'évaluation et de la sélection des fournisseurs selon l'ISO. D'accord? Mais vous établissez, quand vous avez une bonne relation avec vos fournisseurs, vous faites moins de travail. Vous allez me dire, comment ça, monsieur? Alors, je vais vous dire, il y a deux choses. Quand vous avez des fournisseurs agréés par votre entreprise, ce sont des fournisseurs que vous avez évalués pendant plus d'une année. Parfois, vous travaillez avec eux pendant des années. On va dire en quoi c'est intéressant. En quoi c'est intéressant? Parce que vous établissez avec eux des critères de sélection qui sont très pointus. Et vous n'allez pas inspecter de manière continue les livraisons que vous recevez. Je vous donne un exemple. Vous prenez les grandes entreprises, que ce soit Apple, que ce soit Toyota, que ce soit. Mais disons que vous commandez, dans le cas de Toyota, des boîtes à vitesse, qu'elles soient automatiques, d'accord, ou qu'elles soient manuelles. Quand vous installez ces boîtes à vitesse, vous ne pouvez pas les inspecter tout le temps et complètement. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de le faire. Surtout quand vous travaillez avec des flux tendus, c'est-à-dire les flux tendus, vous ne fabriquez que lorsque vous avez reçu la commande. D'accord? Ça d'une part. Et d'autre part, vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez une bonne relation avec vos fournisseurs. Donc, même dans le cas où il y a un problème maintenant de semi-conducteurs dans le monde, si vous avez une bonne relation, bon, votre fournisseur va vous faire des faveurs si vous êtes, bien sûr, un client important. Ça, c'est important avec les fournisseurs. Avec les intervenants externes,
Il y a des gens qui choisissent, on va le voir comme organisme certificateur, il y a des gens qui aiment travailler avec AFNOR, il y a des gens qui aiment travailler avec SGS, il y a des gens qui aiment travailler avec TÜV. Ce sont tous des entreprises ou là, des organismes certificateurs. D'accord? Mais certains gens préfèrent travailler avec un certain auditeur, avec une certaine approche, etc. Vous avez compris. Les intervenants externes peuvent être les gens qui font la calibration de vos machines, d'accord? Les gens qui font la formation interne dans votre entreprise, les gens qui travaillent pour des organismes certificateurs, etc. Ce sont les intervenants externes. Pour les investisseurs, vous avez compris, ce sont des parties intéressées. Pourquoi? Parce qu'ils investissent leur argent pour le fructifier. D'accord? Est-ce qu'il y a encore des questions sur les 7 principes? Vous devez les connaître, ils sont très importants et toute la démarche qualité est basée sur ça. Et vous allez voir qu'en sécurité en environnement, vous n'êtes pas loin de ces principes. Est-ce qu'il y a des questions sur les 7 principes? C'est bon. C'est bon, bon, monsieur. c'est clair? D'accord. Très bien. Alors, je reprends l'image. Très bien. Je pense que c'est clair et je pense que vous avez compris l'importance. Pourquoi il a commencé par expliquer aux membres qui n'étaient pas intéressés par la certification, pourquoi elle est importante. D'accord. Alors, on passe à la deuxième question. La deuxième question pour vous là. Monsieur, Oui, monsieur, oui, allez-y. واخا ما بغيناش نديرو مثلا ما بغيناش نطلبوا لا سيرتيفيكاسيون ممكن نمشيو في هذا الا بغينا Oui, نديرو c'est une bonne question. Je ne vous l'ai pas posée. La question, elle paraît simple, mais elle est très importante. Il y a que la question, même si on ne veut pas faire la certification, on peut travailler avec la mise en place d'un système de management de qualité. C'est ça la question? Oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la différence entre avoir un système de management de qualité? Alors, j'ai travaillé un petit peu dans les deux scénarios, c'est pour ça que je peux vous répondre clairement. Et quelle est la différence d'être certifié? Est-ce qu'il y a une différence selon vous? لي ديفيرونس هما في لي زوديت غادي يكونوا اكسترن بالنسبه لا سيرتيفيكا الا بغينا ناخذ La certification, les audits seront externes. Oui, يكونوا لي زوديت اكسترن. c'est en partie. Mais je vais vous dire la vraie raison. D'accord? La vraie raison, elle est ainsi. Je peux vous le dire tranquillement parce que j'y ai participé. Je vous remets les 7 principes. La raison principale, parce que cette question, j'allais vous la poser et je l'ai enlevée. Mais c'est une question qui est très importante pour voir si vous arrivez vraiment à voir la différence parce qu'il y a une nuance qui est très importante. D'accord? Vous allez me dire, monsieur, quelle est cette nuance? Regardez, je vais vous dire et je vais vous donner un exemple pour vous expliquer tout simplement ce qui se passe. Et que vous avez entendu parler de l'accréditation. Oui. Par exemple, on prend l'accréditation des écoles. Tu voulais qu'accrédité par l'État. D'accord? Monsieur, quelle est la valeur ajoutée d'une accréditation par l'État? Je ne sais pas que vous pouvez travailler avec l'État, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je parle de travailler une école privée qui n'a pas d'accréditation et une école privée qui a une accréditation. D'accord? Quand vous n'avez pas d'accréditation, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'organisme lui-même, l'école privée, elle fait un petit peu ce qu'elle veut. D'accord? Même ses audits vont être en interne. D'accord? Elle s'évalue elle-même. Mais quand vous avez quelqu'un qui vient de l'externe, qui vous dit, attention, ça, c'est pas comme ça, vous devez l'améliorer comme ça. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Premièrement, ça met de la pression sur vous. Vous devez toujours surveiller ce que vous faites. Vous devez toujours vous appliquer de votre travail et vous essayez d'améliorer. La grande problématique, c'est quand vous laissez les organismes travailler d'eux-mêmes, même s'ils sont sérieux. Moi, je travaille à l'étranger. Même quand les gens sont sérieux,
et qu'ils prennent la qualité, la sécurité et l'environnement très au sérieux, parfois, qui est-ce qui va être le plus touché? Vous avez l'orientation client, vous avez la responsabilité, vous avez l'implication personnelle, vous avez même l'approche processus. Ce qui va vous manquer, c'est l'amélioration continue. Vous n'allez pas travailler aussi dur sur le 5e point pour toujours essayer d'améliorer. Et c'est là où il y a un problème. D'accord? Donc, vous pouvez vous arrêter à la mise en place, mais la certification, elle ne coûte pas tellement cher, d'une manière générale, je parle ici au Maroc, ça commence à 50 000 dirhams, d'accord? Disons, autour de 50 000 dirhams, ça va vous coûter. Donc, pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires, par exemple, disons, de 2 ou 3 millions de dirhams, ça ne paraît pas énorme, d'accord? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous avez, premièrement, ce que je vous ai dit, ça vous permet toujours d'être inspecté par un organisme externe que vous ne pouvez pas influencer aussi facilement que si c'est un auditeur interne. Ça, c'est la première des choses. Et vous n'allez pas être toujours en mesure d'améliorer comme si vous étiez suivi par un organisme externe. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ça, c'est d'une part. D'un point de vue business, quand vous n'avez pas la certification, d'accord, vous ne pouvez pas faire du business avec les sociétés étrangères. Parce que la plupart exigent une certification. D'accord? Ça aussi, ça peut impacter vos business. Et vous n'allez pas donner la même confiance aux clients qui veulent devenir vos clients. Mais quand vous avez la certification, c'est-à-dire le client sait que vous ne faites plus confiance juste à vous-même, mais un organisme externe. Allez-y. Oui, il assure aussi l'accès à des nouveaux marchés pour les entreprises. C'est surtout ça. D'accord? C'est surtout ça. Avoir accès à de nouveaux marchés. Exactement. Très bien. C'est exactement ça. C'est la deuxième partie. En interne, je vous ai dit la problématique, c'est-à-dire c'est une problématique d'amélioration continue qui ne se fera pas automatiquement. Et d'un point de vue externe, c'est-à-dire que quand vous avez un label ISO, c'est du marketing pour vous et vous avez accès à de nouveaux marchés. J'ai répondu à la question? Très bien. Alors, on peut passer à la deuxième question? Il n'y a pas de souci. Non, c'est une bonne question. Hein. Elle paraît simple, mais c'est une bonne question. Je l'avais mise il y a 2 ou 3 ans, mais je l'ai enlevée. J'ai dit, ce n'est pas la peine de vous, mais c'est bien que vous l'ayez posée. Très bien. Alors, la deuxième question, on lui demande quelles sont les différentes étapes de la mise en place d'une démarche qualité. Alors, je vais vous donner les grandes lignes. Alors, le processus de certification, ISO 9001, bien sûr, version 2015, on n'a plus besoin de le préciser. Regardez ce qui passe. En première chose, c'est l'étape que j'appelle l'initialisation. Que contient l'initialisation? L'initialisation, elle contient 2 choses qui sont importantes. Le lancement officiel de la démarche, vous communiquez en général à tous les employés de l'entreprise par email que l'entreprise a décidé de se faire certifier ISO 9001 version 2015 dans ce cas. D'accord? Et vous rédigez la politique qualité que vous envoyez aussi par email à tous les employés. Et certaines entreprises vous demandent même de l'imprimer, bien qu'elle soit imprimée et vous la voyez affichée un peu partout en entreprise, ils vous demandent de l'avoir dans votre bureau. Vous affichez la politique qualité et vous devez en général la connaître parce qu'un auditeur peut vous demander si vous connaissez la politique qualité. Vous n'avez pas besoin de la connaître par cœur. Vous pouvez simplement, si vous l'avez à côté de vous, la lire. Mais il faut comprendre ce qu'elle veut dire. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, la première des choses, vous annoncez à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde, tous les salariés, toutes les parties intéressées, que vous allez faire une démarche de certification. D'accord? Et vous rédigez votre politique qualité. D'accord? C'est la première étape, c'est simple. D'accord? La deuxième étape qui va demander un peu de travail, c'est la planification. Et comme vous savez que les activités les moins bien planifiées prendront beaucoup de temps à se réaliser et vous allez commettre beaucoup d'erreurs. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette planification? Cette planification, je vous ai mis
4 grandes étapes. La première étape, c'est estimer les moyens financiers et humains. D'accord? Vous allez désigner les pilotes des processus. D'accord? Vous allez fixer les objectifs qualitatifs. D'accord? C'est-à-dire les objectifs, comme on a dit, on va en parler en troisième partie, c'est ce que j'appelle les indicateurs. D'accord? De performance, parce qu'ils sont très importants, vous devez les connaître. Établir des délais prévisionnels. Combien ça va prendre de temps? Donc, vous planifiez tout ce qui est activité, toutes les activités, vous les planifiez à l'avance. Je vous ai donné quelques exemples. D'accord? Vous devez avoir une partie planification. D'accord? La troisième partie, c'est ce que j'appelle conceptualiser le SMQ. C'est-à-dire quoi conceptualiser le SMQ? Avant de le conceptualiser, vous allez réaliser ce qu'on appelle un diagnostic initial. Le diagnostic initial, vous pouvez le réaliser après l'initialisation, d'accord? Même avant la planification. Mais comme je l'ai mis ici, qu'est-ce que c'est que le diagnostic, la réalisation du diagnostic initial? C'est une activité très importante pour les entreprises qui veulent se faire certifier. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez faire un audit interne de votre entreprise pour savoir où vous en êtes. D'accord? Quels sont les processus qui ne sont pas bien définis? Quelles sont les procédures exigées, les documentations exigées par la norme que vous n'avez pas? D'accord? Quels sont les indicateurs que vous allez mettre en place? D'accord? Vous pouvez rédiger aussi le manuel. Bon, ici, ce n'est pas la rédaction du manuel, si vous voulez, mais vous dites, voilà tout ce qu'il me faut. D'accord? Pour mon système de management de qualité. Vous essayez de le conceptualiser, c'est-à-dire vous essayez de créer votre SMQ. Et la création du SMQ, elle va se définir de la sorte. Elle va se définir premièrement par les processus. D'accord? C'est les processus qui sont très importants dans le système de management de qualité. C'est ce qu'on va voir demain, Inch'Allah. La quatrième partie, pardon, c'est la mise en œuvre du SMQ. Vous allez me dire, monsieur, qu'est-ce que c'est que la mise en œuvre? C'est-à-dire quand vous mettez vos processus en place, vous essayez de rédiger le manuel qualité. Le manuel qualité, vous pouvez le mettre ici, mais je l'ai mis, le concept. Mais ce qui est important, c'est la chose suivante. C'est vous allez former vos salariés au concept du management de la qualité. Vous allez former les salariés sur leur propre activité. Ils doivent maintenant suivre des procédures, ils doivent suivre des modes opératoires, il y a des enregistrements à faire. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le mettez en œuvre, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez rédigé, tout ce que vous avez conceptualisé, maintenant vous passez en pratique. Ce n'est plus de la théorie, vous le mettez en pratique. D'accord? Et vous testez l'efficacité du fonctionnement du SMQ. D'accord? C'est la mise en œuvre. Vous laissez votre système de management en place maintenant faire son travail et vous essayez de voir son efficacité. D'accord? Mais vous devez aussi l'évaluer, le contrôler et le vérifier. Vous allez me dire comment, monsieur? Alors, cette phase de, si vous voulez, évaluation, je ne l'ai pas écrit ici, mais évaluation, contrôle et vérification, elle est importante. Pourquoi? Parce que vous allez évaluer le SMQ, le système de management, par rapport au tableau de bord. Vous avez déjà défini vos indicateurs. Vous planifiez et réalisez des audits internes. Au début, vous êtes tout le temps obligé de le faire, mais au début, quand vous essayez d'évaluer l'efficacité, d'accord, de votre fonctionnement du SMQ, vous devez réaliser des audits internes beaucoup plus fréquemment. Vous comprenez pourquoi? Pour voir si ça marche comme vous le souhaitez. D'accord? Et dans le cas où vous trouvez des écarts, d'accord, vous devez élaborer des plans d'action pour corriger les non-conformités. D'accord? Vous devez avoir bien sûr, et vous allez avoir beaucoup, pas une ou deux non-conformités, mais vous allez avoir beaucoup d'actions correctives au début. D'accord? Ça fait partie de l'amélioration. Puis, quand vous terminez et vous êtes assez confiant que votre système marche comme vous le voulez,
vous choisissez un organisme certificateur, que ce soit AFNOR, que ce soit SGS, que ce soit TÜV ou un autre organisme pour la certification. Ça, quand je parle d'organisme certificateur, c'est bien sûr externe. D'accord? Quand vous le choisissez, vous faites ce qu'on appelle un audit à blanc. C'est l'audit que vous faites avant la certification et qui est faite par ce même organisme. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi on fait un audit à blanc? Vous faites un audit à blanc, c'est là où l'auditeur externe, avant de venir et de faire la certification, en général, il vous demande votre documentation, il vous demande comment vous avez défini vos processus, il vous demande vos procédures pour savoir, au moins d'un point de vue documentaire, si tout est là. D'accord? Si vous n'avez pas fait ça, d'accord? Alors, il va vous donner ce qu'on appelle des recommandations. Vous devez améliorer ce point, améliorer ce point, améliorer. Vous allez me dire pourquoi c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que l'audit à blanc, vous voyez, c'est l'audit de certification. Donc, si tout se passe bien et vous faites suivre les recommandations de l'auditeur externe, quand il vient pour faire l'audit de certification, c'est juste une formalité. Ça prend 3 jours, au plus 4 jours avec le rapport d'audit et tout. Donc, ça ne prend pas de temps. Mais déjà, le travail est fait au niveau de l'audit à blanc. D'accord? Pour la plupart des organismes. Si vous passez l'audit à blanc, vous allez passer l'audit de certification. D'accord? Alors, vous déposez un dossier de demande de certification auprès de l'organisme et vous passez l'audit de certification. Donc, si vous voulez, j'ai essayé de simplifier au plus. Mais il y a des détails qui ne sont pas mentionnés ici, c'est-à-dire la taille de l'entreprise, le niveau de processus et le niveau de procédure écrite et mode opératoire. Donc, il y a pas mal de choses à faire. Donc, on doit être bien organisé en interne. Mais si vous comprenez ces 8 étapes, d'accord, pour moi, elles couvrent l'essentiel de ce processus de certification. Maintenant, je vais vous laisser me poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions, quelle que soit la question? monsieur Oui, بالنسبه لو طون شحال هي المده المينيموم فاش نقدر ندير لا ميزون بلاص exactement, ديال exactement. Alors, la question, quel est le temps minimum? شحال تاع الوقت باش نصوب هادشي؟ ياك هو السؤال. وي وي مسيو وي D'accord, c'est Mchaïb. C'est Abdel Mjid, pardon. Alors, c'est Abdel Mjid, alors je vais vous expliquer, c'est le but de la question qui vient. Mais est-ce que les étapes vous paraissent logiques? Elles sont logiques? وي وي مسيو C'est clair? D'accord. Alors, on passe au temps. Le temps, c'est important, d'accord? Pardon. Alors, l'initialisation, elle prend 2 à 3 jours. D'accord? Regardez, la planification, elle va prendre à peu près 2 semaines. Alors, je vous parle des temps agressifs parce que n'oubliez pas l'étude de cas, elle vous dit d'être le plus vite possible, d'accord? Donc, en général, ça prend entre 9 et 12 mois. Tout dépend de la taille de l'organisme, d'accord? Et tout dépend de l'état de l'audit initial, le diagnostic initial, d'accord? Aussi, vous devez conceptualiser le CMQ 4 à 6 semaines, vous allez voir où ça. Mise en œuvre, c'est la mise en œuvre, et je vais vous expliquer pourquoi, et l'évaluation, le contrôle et vérification du SMQ, bien sûr, qui prennent beaucoup de temps. Ça peut prendre jusqu'à 20 semaines. Alors, 20 semaines, ça vous donne à peu près 5 mois. C'est entre 5 et 6 mois. Vous allez me dire, monsieur, mais pourquoi ça prend beaucoup de temps? Ça prend du temps parce qu'il faut laisser, premièrement, les salariés s'habituer. Il faut voir, quand vous faites vos audits, où sont les audits, quels sont les résultats des audits. D'accord? Vous avez compris. Donc, vous devez essayer de évaluer quelle est la performance et l'efficacité de votre SMQ. Et c'est là où ça peut prendre 5 à 6 mois, tout dépend de la taille de l'entreprise et tout dépend de la complexité du produit ou du service proposé. D'accord? Vous pouvez comprendre ça. Après, ça c'est rapide choix de l'organisme entre 1 et 2 jours, audit à blanc
Bon, moi ici, j'ai inclus l'audit à blanc avec les actions correctives en suivant les recommandations de l'auditeur. Et l'audit de certification, en général, ça ne dépasse pas 3-4 jours. D'accord? En général, c'est 3 jours, 2 jours. Tout dépend si vous avez bien suivi les instructions de l'auditeur suite à l'audit à blanc. Alors, vous avez une idée, comme je l'ai dit, conceptualiser. Conceptualiser, pourquoi ça prend un peu de temps? Parce que vous devez mettre tous l'analyse des processus, vous devez faire vos procédures, vous devez mettre vos enregistrements, vous devez avoir toute la documentation exigée en place et puis vous la mettez en œuvre. D'accord? Si vous n'avez rien, ça peut prendre plus que 6 semaines. Hein? Si vous n'avez rien d'écrit, ça peut prendre du temps. D'accord? Moi, je vous parle d'une manière agressive. Et ça, c'est agressif. D'accord? Ça vous donne approximativement le temps que vous devez passer. Je viens de vous expliquer que la mise en œuvre du SMQ et l'évaluation, le contrôle et vérification du SMQ, c'est ce qui va vous prendre 5 à 6 mois. Et c'est compréhensible, parce que quand vous mettez tout en place, il faut évaluer comment est la performance. D'accord? Comment est la performance et l'efficacité, comment elle est. Est-ce qu'elle est adéquate? Est-ce qu'elle n'est pas adéquate? Vous devez faire des audits internes, vous devez corriger, vous devez former, vous devez faire pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des questions sur le temps que ça va prendre? Moi, je vous ai donné une idée approximative et surtout en prenant en considération que c'est une PME qui n'a pas beaucoup de documentation et qui a 152 employés. Parce que vous vous retrouvez parfois dans des entreprises où vous avez des milliers d'employés. D'accord? Juste pour les former, ça va vous prendre du temps. Monsieur, Oui, allez-y. monsieur, cette démarche de la certification, Oui. Walid, je ne sais pas si le problème vient de mon côté ou du vôtre. Je n'ai pas bien entendu la question. ما سمعناش وقيلا عنده كونيكسيون ضعيفه. Mhm. La question. Walid, peut-être que la connexion, elle est trop faible. Si tu veux, tu peux m'envoyer la connexion sur le groupe Walid sous forme WhatsApp, sous forme d'audio. Si tu veux, il a de s'installer sous forme d'audio sur WhatsApp, parce que je n'entends pas la question. Le son est coupé. de, de l'autre ISO, Oui, allez-y, cette Walid. démarche Maintenant, de la je vous entends. certification. Maintenant, je vous entends. Répétez la question du début, Walid. Walid, vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Est-ce que cette démarche de la certification ISO 9001, Mhm. c'est la même pour toutes les autres certifications ou pas? C'est la même. C'est la même démarche. En général, c'est la même. Donc, vous pouvez la D'accord, modifier un petit peu, mais c'est la même chose. Même pour avoir la 45001, la 14001, je vais vous montrer la différence quand vous faites le système de management intégré. D'accord? Parce que d'accord, c'est là que je vais vous expliquer la différence. Pourquoi les gens choisissent le système de management intégré. D'accord? Pour qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui est le même, mais d'une façon, d'un principe général, c'est la même. C'est la même démarche. D'accord? J'ai répondu à la question? Très bien. d'accord, merci, merci. Non, de rien, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va voir la dernière question. On va essayer de démontrer quelle est la valeur ajoutée aux membres qui ne sont pas encore convaincus. Quelle est la valeur ajoutée d'un tel système? D'accord. Alors, la valeur ajoutée d'une démarche qualité, il dit démarche qualité, dans ce cas, on va dire certification.
Vous démarrez avec des exigences clients, vous faites une démarche qualité, vous avez la satisfaction client. D'accord? C'est le but recherché. D'accord? Maintenant, vous avez toujours une certaine valeur ajoutée. Si vous n'avez pas de valeur ajoutée, ce n'est pas la peine de faire cette démarche. Vous êtes d'accord? Parce que notre but en tant que manager, c'est vraiment d'optimiser la rentabilité pour l'entreprise. D'accord? C'est de maximiser l'argent que va gagner l'entreprise. Sinon, ce n'est pas la peine de se casser la tête avec tout ça. Vous êtes d'accord? Donc, en général, je vous dis, je parle d'avantages internes et d'avantages externes. Alors, les avantages internes, bien sûr, d'une valeur ajoutée d'une démarche qualité ou même sécurité environnement, c'est de mobiliser l'entreprise vers un objectif commun. On a des objectifs communs. Vous allez me dire, monsieur, quels sont ces objectifs? Eh bien sûr, c'est quoi? C'est les indicateurs de performance. Et on va en discuter parce que c'est très important. Alors, ici, aussi, c'est réduire les coûts de non-qualité, qu'ils soient internes ou externes. En troisième position, vous évaluez de façon permanente la performance des processus clés de l'entreprise, très important. Vous appliquez le principe de l'amélioration continue. Et bien sûr, la démarche qualité, c'est bien sûr pour obtenir la certification ISO 9001. Et en sixième place, comme je viens de vous le dire, vous augmentez votre productivité et votre compétitivité. D'ailleurs, parce que si vous n'êtes pas compétitif, vous ne pouvez pas rester en business. Vous allez faire faillite et vous allez fermer votre entreprise. Donc ça va vous aider, comme je vous l'ai dit, à maximiser, à optimiser vos bénéfices. Et bien sûr, c'est ce que je viens de dire, c'est améliorer la rentabilité de l'entreprise d'une manière générale. Les avantages externes sont satisfaction des clients actuels et potentiels. La deuxième chose, donner confiance aux clients. D'accord? Vous améliorez l'image de l'entreprise, vous augmentez les parts de marché de l'entreprise et vous vous différenciez de la concurrence. D'accord? Alors, ça c'est très important et vous devez le savoir en tant que responsable qualité. Maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on va voir demain? On va voir les choses plus en détail. D'accord? Je pense qu'on vous a envoyé ce soir la deuxième partie de l'étude de cas qu'on va voir demain. Demain, il ne suffit plus de dire ça, mais il faut le faire. Je vais vous montrer comment le faire. D'accord? On ne peut pas le faire puisque ça prend des mois, mais je vais vous montrer les étapes essentielles, comment faire les choses qui sont très importantes pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Par exemple, on ne peut pas analyser tous les processus, mais on va prendre un ou deux processus que je vais faire à l'avance pour gagner du temps et vous expliquer comment ça se passe. D'accord? Et on va faire, bien sûr, référence à la norme. Est-ce que tout le monde a la norme ISO 9001 version 2015? Tout le monde là? Vous le commandez comme? Oui, oui. Parce que je vais me baser sur la norme. Si on n'a pas la norme, moi, bon, je l'ai mentionné dans l'étude de cas, d'accord? J'ai pris l'extrait qui m'intéressait. Mais je vais vous expliquer comment vous devez analyser la norme. D'abord, juste pour voir que toutes les exigences, d'accord, que vous avez devant vous, est-ce que vous devez les satisfaire pour obtenir la certification ou pas? D'accord? Ici, j'ai essayé de vous montrer comment vous pouvez convaincre, si vous voulez, les managers et les directeurs de la valeur ajoutée, d'accord, d'une telle démarche. Mais ce qui est très important, je vais vous montrer aussi dans l'étude de cas en troisième partie, comme je vous l'ai dit, ils sont très importants, comment vous devez évaluer votre SMQ en utilisant des indicateurs de performance. D'accord? Moi, je vais essayer de ne pas trop, à moins que j'ai besoin de temps. Demain, peut-être que la séance durera plus longtemps. Ce soir, j'ai essayé de vous montrer les grandes lignes, comme ça vous avez une idée. Je commence un petit peu par le début.